Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames et messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité VIP des 60 prochaines minutes, mon verbomoteur inspirant avec du panache, s'est illustré dans la deuxième cuvée de Star Academy en 2004. Alors que la majorité de ses compères sont peu à peu tombés dans l'oubli, lui s'est accroché à son rêve d'être chanteur alors qu'il était déjà dans un processus de deuil d'être joueur de hockey professionnel. 10 ans plus tard, même si ce n'est pas sur une patinoire, il manie admirablement bien le disque, même que son plus récent, son 5e en carrière, s'est hissé en tête de vente au Québec dès sa sortie. Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement, parce qu'ici, on n'est pas pressé. J'ai entendu ta voix soupçonner le hasard de se jouer de moi. Sur le fil de tes yeux, je m'élance funambule, tel un saut périlleux, ta sourire ridicule, la méprise de vertige, j'allais frapper le sol. Oh, oh. D'une à droite voltige, tu me souris en plein vol. Oh, oh, t'es si jolie, t'es si parfaite. Je t'aperçois, mon cœur s'arrête. Le temps se fige dans nos regards. Et si c'était plus qu'un hasard, tu étais celle que j'attendais. Dans mon présent, à l'imparfait, t'es la raison de ma folie. T'es si jolie, t'es la raison de ma folie. T'es si jolie. Toute ma vie. Et ça, ce n'est qu'un petit extrait de la chanson qu'on retrouve au complet sur l'album T'es toute ma vie, qui est le 5e album, comme je le disais en ouverture d'émission de Étienne Drapeau. Étienne, merci d'être... Bien, ça me fait un immense plaisir d'être avec vous. J'étais en train de réaliser quelque chose, Étienne. T'es rendu quoi, 36 ans? 36, oui, déjà, ça va vite, hein? Tu serais à l'âge, si tu avais choisi une carrière de hockey, que tu avais été choisi pour être joueur professionnel, ce qui semblait se dessiner pour toi, tu serais peut-être à la fin de ta carrière de joueur de hockey, non? C'est drôle, hein? J'ai eu cette même réflexion-là récemment. Je me disais, là, je suis dans une carrière où, à cet âge-ci, j'ai encore la vie devant moi. Je dis souvent que Jean-Pierre Ferland a écrit sa plus belle chanson d'amour. Il avait 60 ans. Il avait 60 ans quand il a écrit une chanson comme ça. Ouais. Et c'est drôle, je pensais à ça. Je me disais, crime, avoir joué au hockey, je serais à la fin de ma carrière, puis je serais obligé de me trouver une après-carrière, autre chose. Ouais. Tu regrettes pas ce choix-là, donc? Non, il n'y a pas une seconde de ma vie où j'ai regretté. Moi, je vais au bout des choses. J'étais un passionné. Donc, j'avais vraiment été au bout de mon rêve de devenir joueur de hockey. J'avais tout donné. Je me suis dit, quand je vais pouvoir me regarder dans un miroir dans ma vie puis dire, est-ce que j'ai tout donné? J'ai voulu être un joueur de hockey. Est-ce que je suis allé au bout de ça? Est-ce que j'ai des regrets, des remords? Pas une seule seconde. Puis quand j'ai tourné la page pour devenir chanteur, ça a été la plus belle décision de ma vie. Il y a 10 ans, tu étais de la deuxième cuvée de Star Academy. Tu étais là jusqu'à la deuxième émission? Oui, en fait, la deuxième, je te remercie, c'est gentil de le préciser, parce qu'en fait, j'ai été le premier éliminé, mais c'était la deuxième. Mais ça paraît moins pire quand tu dis la deuxième oui, émission. Je sais. Comme ça, j'ai pas l'air d'être parti trop vite. Mais n'empêche que tu aurais pu, je veux dire, vraiment, être qu'un, moi, je te dirais, un éclair dans cette émission-là. Et t'es resté, c'est quoi? C'est ta détermination qui a fait ça? Bien, je pense qu'il y a beaucoup de détermination, beaucoup de vouloir, de passion, d'envie de faire ce métier-là. Moi, j'en mange. La musique, c'est ma passion. Tu sais, l'album « T'es toute ma vie », c'est pas seulement, je m'adresse pas seulement à une fille en disant « T'es toute ma vie ». « T'es toute ma vie », c'est tout ce que je suis, c'est ma musique. C'est ma passion pour les mots, pour la langue, pour la littérature, mon envie de partager ça avec les gens. Puis écoute, les journées où je travaille pas, où j'ai pas de spectacle, je passe 4 ou 5 heures par jour à jouer de la musique. Tous les jours de ma vie. Dès que tu me mets une guitare dans les mains, tu me mets du monde, m'a joué, j'arrête pas, je suis pas tuable. T'sais. Donc, si j'étais pas payé, je pense que c'est ça une véritable passion. Même si j'étais pas payé, je ferais ça tous les jours de ma vie pendant 4 ou 5 heures de temps.
Comment tu fais pour à la fois avoir une carrière, en fait, même pas une carrière, mais disons une passion sportive puis une passion musicale, parce que les deux sont très prenantes. J'imagine mal, je veux dire, je sais pas quel était ton horaire du temps, mais comment tu divisais ça, toi? Ben écoute, c'est un parcours assez atypique quand même, d'avoir atteint un aussi haut niveau que d'être repêché par le Canadien de Montréal, puis aujourd'hui avoir une belle carrière dans la musique, avoir fait des albums qui ont marché, des numéros 1, une comédie musicale, c'est plutôt particulier. Dans ma jeunesse, j'étais très, très, très occupé. Je faisais tous les sports. J'étais un grand sportif, mais j'avais aussi une belle carrière artistique. J'ai été comédien très jeune aussi. J'ai fait des productions pour enfants, donc je savais pas, je touchais à tout, je savais pas dans quoi je m'en irais. Une anecdote que je peux te raconter, quand j'étais petit garçon, j'avais des entraînements les fins de semaine, j'avais mes cours de piano les fins de semaine aussi. Et je voulais pas manquer les deux. Il m'est arrivé un samedi ou une fin de semaine que j'avais mes deux cours en même temps. J'avais une pratique de piano puis une partie tout de suite après. Et il n'était pas question que je manque aucun des deux. Donc je suis allé, j'avais peut-être 6-7 ans, et puis je suis allé à ma leçon de piano tout habillé en joueur de hockey, avec tout mon équipement. Tout ce que j'avais pas, c'est mes patins. Je te jure, mon père m'a couru avec moi dans le presbytère de l'église à Québec, dans l'église Notre-Dame-de-Grâce. C'était une petite sœur qui me donnait mes cours de piano dans le presbytère. Et j'arrive là avec tout mon équipement de hockey. Et tout de suite après la leçon de piano, embarque dans l'auto, mon père se dépêche à l'arrivée à l'aréna. Le match commençait, je fais juste mettre mes patins, j'embarque sur la patinoire pour le match. Donc ça a été, j'ai conjugué ces deux passions-là toute ma jeunesse. Puis même quand j'étais dans le hockey, moi à 16 ans, j'ai été un premier choix de la Ligue junior majeure du Québec. Mais dans avec les Mooseheads. Avec les Mooseheads d'Halifax. Puis les gars jouaient aux cartes, les gars jouaient au PlayStation dans ce temps-là. Je faisais des tournois de PlayStation, des tournois de golf. Mais moi, j'étais toujours à part. J'étais toujours le gars qui s'assoyait complètement en avant dans l'autobus. J'étais pas avec la gang, je lisais ma poésie, j'écrivais, mais j'en parlais pas à personne parce que je trouvais que c'était un petit peu à contre-courant du hockey, puis ça aurait été mal vu. Puis même quand j'allais sur la route, j'avais une petite guitare de voyage que je cachais pour pas que les entraîneurs me disent hey, parce que beaucoup d'entraîneurs qui m'ont dit ils voyaient que je jouais de la musique, ça faisait parler dans les médias, puis ils me disaient hey, c'est quoi tu veux faire dans la vie? Là? Veux-tu être un joueur de hockey? Ouais, branche-toi, là, genre. Ouais, c'est ça, ou tu veux être une rockstar. Puis pourtant, j'étais là, je travaillais fort, j'arrivais à mes entraînements à l'heure. Mais écoute, j'avais une petite guitare. Ce que je faisais, c'est que je la mettais dans un sac à dos ou dans un sac de voyage. Je mettais le bout et dans le haut, pour pas que ça apparaisse, je prenais une tête d'oreiller et je mettais ma tête d'oreiller. J'ai ma guitare ici, là, je prenais la tête d'oreiller, je la mettais au bout comme ça de la guitare, ce qui cachait le manche. Et tout ça, ça rentrait dans une espèce de sac que je traînais comme ça. Un sac à dos, genre. Oui, un sac à dos comme ça. Personne m'ostinait et me disait de ne pas jouer de musique. T'sais. Il a fallu un jour que tu fasses un vrai coming out. On va parler d'un coming out musical. Puis moi, je te dirais que c'est ma grande surprise. Puis c'est ça, dans le fond, il faut jamais se fier à nos premières impressions. Parce que l'impression que j'ai eue avec Star Academy, c'était « Oh, beau gars, joueur de hockey. OK, il chante. » Mais c'était pas comme ton premier talent, et pourtant, ce l'est devenu, même que ce l'était déjà à ce moment-là. Mais ça s'est révélé au fil du temps. D'ailleurs, il y a un de tes albums, c'était pas ton premier. Oui. Je l'ai jamais dit. Oui, c'est ça. Je l'ai jamais dit à personne, qui était un peu... qui a été mon premier hit. Mon premier hit en carrière, premier numéro 1, qui m'a valu ma première nomination à la disque. Puis qui était un peu ça, le concept du premier album. C'était qu'Étienne Drapeau a été dépeint à Star Academy. Puis c'est pas à tort, parce que j'étais un joueur de hockey. J'étais un gars qui chantait d'un bar à Québec. J'avais l'air de ce que j'avais l'air. J'étais jeune, j'étais confiant. J'étais peut-être un petit peu plus coq que je suis aujourd'hui. Mais j'étais quand même un bon petit garçon, bien élevé, de bonne famille. Mais t'es pas un douche, tu comprends? Bien, j'ose espérer que non, mais j'ai eu des conversations, et tu t'en souviendras sûrement, j'ai une conversation littéraire avec toi. Je t'ai parlé de littérature. Ben oui. Puis je t'ai vu t'allumer un sapin de Noël. J'ai fait « Wow! Ça, c'est une dimension que j'ignorais de toi. » Et je sais d'où elle vient. Ton père. Oui. C'est un grand érudit. Il a accumulé plusieurs bacs, maîtrise, doctorat, en langue, en littérature, en journalisme, en développement du territoire, administration des affaires publiques. Il a longtemps été directeur d'un groupe de recherche scientifique. Il était aussi dans le domaine de l'environnement et du développement durable. Il a fait de l'aide humanitaire, ce que tu as fait en Afrique pendant de nombreuses années. Donc, on n'est jamais bien loin de l'arbre quand on... Hein, mon père est un grand intellectuel, grand intellectuel. Moi, c'est drôle, hein, je viens d'une famille, j'ai joué au hockey, j'ai fait de la musique, et dans mes deux familles, de mon père et ma mère, personne n'a joué de la musique. J'ai jamais personne qui a joué au hockey, sauf qu'on avait une fibre très intellectuelle chez nous, très artistique. Et mon père est la personne la plus intelligente que je connaisse, la plus cultivée, la plus intelligente. Mon père est un modèle pour moi de rigueur, de professionnalisme, de travail. Il est un workaholic. Je pense que les gens autour de moi se rendent compte que je retiens beaucoup
beaucoup de mon père parce que je suis un workaholic moi aussi. Et chez nous, je raconte souvent qu'on avait une belle richesse et qu'on avait une belle bibliothèque aussi quand on était jeune. Dans une des pièces de la maison, il y avait tous les grands auteurs. Et moi, à 12 ou 13 ans, tout de suite, j'allais à Éluard, Apollinaire, Verlaine, Jacques Prévert, des livres de Salvatore Adamo, des grands livres de chansons de Brel, de Brassens, de Bécaud. Et puis j'ai lu ça, moi, à 13, 14 ou 15 ans. Puis ça a été le plus bel héritage que j'ai eu de mes parents Puis pas et de forcé, mon père. là, pas forcé du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est l'exemple qui a fait ça? Bien, ça n'a pas été forcé, ça a été naturel, un peu comme le piano. Le piano, chez nous, ma mère avait eu une occasion d'acheter un piano pas cher. Et puis à l'âge de 3 ou 4 ans, je suis allé m'asseoir au piano. Puis je pianotais, puis ma mère me dit tout le temps, c'est drôle parce que tous les enfants arrivaient au piano, puis ça tapait fort. Puis elle dit, toi, t'es arrivé à 3 ou 4 ans, elle dit, tu faisais des petites notes. Elle dit, c'était tout doux ton affaire. Elle dit, je t'ai demandé, Étienne, veux-tu prendre des cours? Tu as dit, oui, tout de suite, tu veux prendre des cours. Donc, à partir de 5 ans, je t'ai inscrit dans le piano. Donc, j'ai eu un bel héritage de mes parents. Puis c'est drôle parce que sur le dernier album, il y a 2 chansons, comme tu le mentionnais, qui touchent à l'héritage de mes parents, au sens où les artistes, la chanson Les artistes, je l'ai coécrite avec mon père. C'est la première fois que je coécrivais une chanson avec mon père qui m'a remis ce texte-là il y a 4 ou 5 ans. Puis j'avais dit, mon Dieu, c'est donc bien beau. C'était sa vision de ce que son fils vivait comme artiste. Puis à l'époque, j'écrivais toutes mes chansons moi-même. Je faisais pas de coécriture, donc j'étais comme, on verra. C'est un beau texte, mais je vais le mettre de côté. Puis là, pour cet album-là, je l'ai ressorti, j'ai fait quelque chose avec. Et l'autre chanson dont j'ai pas parlé beaucoup, qui touche un petit peu à ma famille ou à mes parents, s'appelle Le miroir de mes jours. Et cette histoire-là, je ne l'ai pas racontée beaucoup dans les médias. Mes parents s'écrivaient des poèmes. Moi, mes 2 parents étaient assez poètes, s'écrivaient des poèmes. Et moi, dans la bibliothèque, quand je feuilletais des livres, au début, dans la préface ou à la fin, il y a toujours quelques pages blanches. Et mes parents s'écrivaient des poèmes. Et même avant même que je vienne au monde, en 74, 77, tu vois ça, tu dis, hey, j'étais même pas né encore. Mes parents, hey, mon amour, c'est super inspirant. Puis là, ma mère, elle signait toujours à mon père. Ma mère s'appelle Claire, puis elle signait toujours « Je suis le miroir de ton eau claire ». Ça, j'ai trouvé ça tellement magnifique, ça m'a inspiré une chanson qui s'appelle « Le miroir de mes jours » sur l'album. C'est une chanson d'amour d'un homme à une femme. Mais dans ma tête à moi, quand je la chante, je pense à ma mère. C'est ma mère qui m'a inspiré cette chanson-là. Bon, on parle de l'importance de papa, mais maman a été bien importante. Elle a eu une carrière pendant 20 ans, elle était avec les Sœurs du Bon Pasteur. Oui. Elle était quoi? Infirmière auxiliaire? Oui, infirmière. Ma mère, c'est Mère Teresa. Mon père, c'est le brain, c'est le gros cerveau qui... La tête et le cœur. cœur. La tête. Hein? Mon père est une très bonne personne, mais on dirait que des fois, les personnes trop intelligentes, là, au niveau social, sont un petit peu moins habiles, tu sais. Oui. Mais mon père, il va rire quand il va entendre ça parce que c'est un homme extraordinaire, mais le côté social, c'est plus ma mère. Puis les gens dans ma famille, tout le monde le sait, quand quelqu'un a de la misère, quand quelqu'un a de la peine, je pense que mon côté humain, j'ai été élevé par ma mère qui est restée à la maison quand j'étais tout jeune. Ils se sont séparés, tes parents? Non, mes parents sont toujours ensemble. Par contre, jeune, ma mère avait quitté son travail pour s'occuper de nous jusqu'à l'âge de peut-être 10 ans. Okay. Donc, c'est ma mère vraiment qui nous a transmis ses valeurs fondamentales, ses valeurs humaines. Donc, le côté très, très humain, très empathique, le côté d'avoir envie de sauver le monde et d'aider tout le monde partout où je vais, ça me vient peut-être un peu plus de ma mère. Mon père qui a fait de l'aide humanitaire en Afrique, par contre, pendant une dizaine d'années, il était à la tête d'un groupe de recherche scientifique et il allait dans des tribus et dans plein d'endroits en Afrique pour aider les gens à gérer leur système d'irrigation d'eau et leur écologie, et leur environnement, à faire de l'agriculture. Donc, il a été pendant des dizaines d'années là-bas. Puis à l'époque, c'était les fax. Et je me souviens que mon père envoyait des poèmes à ma mère par fax. Et ça rentrait, là, puis quand on entendait ça, puis là, on allait voir. Puis là, c'était un grand poème de 2-3 pages que mon père avait écrit. Je t'écris de Kigali, où je suis présentement, et je vois ci, puis ça. Puis là, je lisais ça. Puis... Wow. J'ai eu un beau modèle. J'ai eu un très beau modèle. Puis je pense que c'est de là que me vient mon côté romantique. Je pense que oui. D'ailleurs, le mot femme se retrouve dans beaucoup de tes chansons. Tu trouves? Non, tu te trompes de chanteur. Je dois me tromper de chanteur. Qu'est-ce que tu ressens face à la femme, justement, parce que tu l'as chanté? On n'est pas pressé. Non, c'est ça le titre de l'émission. Absolument. Combien de temps? On a-tu un 3-4 heures? Oui, écoute, là, on va défoncer. Là-dessus, on n'a pas fini, là. Mais fais-moi donc une définition, peut-être courte, juste hein? C'est ça, un portrait. Parce que la femme a d'importance pour toi. La femme, c'est la plus belle chose qui soit. Il n'y a rien de plus beau au monde qu'une femme. Je le dis, je le redirai jamais assez. Il n'y a rien de plus inspirant, de plus beau, de plus magnifique, de plus doux, de plus sensible. Les hommes, là, je fais des blagues des fois, je dis un gars, là, c'est-tu plate? À côté d'une femme, on a l'air de quoi? D'une boîte à lunch. On est un gars, on est là, tu sais, les gars, ouais, on parle de hockey puis de char, tandis qu'une femme, c'est doux. Bon, c'est compliqué, par contre. Plus complexe. C'est un petit peu compliqué, les femmes. En effet. Mais c'est tellement beau dans sa complexitude. J'ai inventé un mot. Oui, c'est bon. On va mettre ça dans le Larousse, dans sa complexitude.
J'aime ça inventer des mots. Non, mais pour vrai, les femmes, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus inspirant. Les femmes et l'amour, je te dirais. L'amour est le dénominateur commun de toutes mes chansons, de tout ce que je suis. L'amour de sa passion, de son travail, l'amour de sa famille, de ses amis, de ses enfants. Ça, c'est vraiment mon inspiration profonde. Mais les femmes sont une très belle inspiration dans ma vie. Tu vis une belle histoire d'amour depuis 6 mois. Vous vous êtes affiché il n'y a pas si longtemps. Oui. Toi et la comédienne Myriam Côté. Qui joue Avril Robertson dans Unité 9. Quand on décide, quand on est 2 personnalités publiques, d'aller faire un tapis rouge, parce que c'est du sérieux, là. Oui, ben oui. Moi, j'ai été, pendant les 5 dernières années, j'ai eu quelques histoires d'amour relativement brèves, mais j'ai été célibataire pendant la grande majorité de toutes ces années-là. Et quand j'ai eu des relations, j'avais pas envie de m'afficher publiquement. C'est ça. Parce que j'avais eu 2 relations dans le passé qui avaient été avec des personnalités, des gens qui étaient connus du public à l'époque. Et quand ça va bien, tu as envie de le crier sur tous les toits. Mais quand ça se termine, là, c'est un peu plus difficile. Ça nous suit longtemps. Ben oui, on fait une espèce de palmarès de « Oh, il était avec telle fille, telle fille, Ben c'est ça, tu sais. Fait que pendant les 4 ou 5 années où j'étais plus célibataire ou que je rencontrais des filles, j'étais moins sûr. Tu sais, le gars, il s'affiche avec une, ça marche pas. 6 mois après, il est avec une autre. 1 an après, 2 ans, il est avec une autre. Fait qu'il faut faire attention aussi. Puis en même temps, moi, j'ai toujours voulu garder le plus près de moi possible ma vie privée. Plus tu es en contrôle de tes choses, moins il y a de monde qui savent ce qui se passe dans ta vie privée, plus c'est facile à gérer. Ça, je l'ai appris à mes dépens. Fait que, mais là, quand tu rencontres une personnalité publique, c'est plus compliqué. On a quand même été presque 6 ou 7 mois complètement discrets où personne ne savait qu'on était ensemble. On était vraiment un couple. Mais à un certain moment, écoute, on est allé voir un match de hockey à la Cage au Sport à Terrebonne. Puis Myriam avait mis mon chandail du Canadien où c'était écrit Étienne numéro 1 en arrière. Fait que, tu sais, on arrive, nous, on... Elle joue dans Unité 9. Bon, ben c'est ça, tu sais. Mais nous, on se dit, ben non, ça en va à Cage au Sport. Hey, ça va être drôle, on met les 2 nos chandails du Canadien, ça va être comique, tu sais, on s'en va. Ben tabarouette, ça a sorti sur l'Internet, il y avait un blog qui a sorti ça. On a aperçu Étienne et Myriam Côté en amoureux à la Cage au Sport. Je dis, mon Dieu, c'est rendu avec des paparazzis. Les nouvelles vont vite, hein? Maintenant que les téléphones cellulaires, tout le monde peut prendre des photos. Ben oui, mais écoute, c'est ça. Quand tu es avec une personnalité publique, ben là, c'est plus difficile. Puis de toute façon, c'est pas le but de se cacher, c'est juste que, bon, tu vas être certain de tes sentiments. Puis après un certain moment, ben là, après 6 ou 7 mois, tu dis, bon, ben, coudonc. L'amour à 36 ans, c'est pas comme à 20 ans. Non. Dis-moi, qu'est-ce qui est différent au juste? Ce qui est différent, c'est soi-même. Je pense que quand on est plus jeune, on est dans l'attente que l'autre nous rende heureux. On cherche la personne. Puis quand ça marche pas, c'est toujours la faute de l'autre. On pointe le doigt. Ah, cette fille-là, tu sais, je regarde mes anciennes relations quand ça se terminait. Ah, ça n'a pas marché parce qu'elle était de même. Ah, ça n'a pas marché parce qu'elle était de même, était de même. Là, attends un petit peu, là, ça se peut-tu quand tu pointes le doigt, on dit une 4 ou 3 qui repointent vers toi. Donc, à un moment donné, tu te rends compte, moi, au début de la trentaine, ça a été un grand virage dans ma vie où je me suis rendu compte que y a personne d'autre qui allait faire mon bonheur que moi-même et que la fille qui allait entrer dans ma vie allait pas faire mon bonheur, mais elle allait le compléter, mon bonheur. Donc, quand tu es heureux, quand tu es accompli dans ta vie et que là, tu accueilles l'amour, tu accueilles quelqu'un dans ta vie, c'est beaucoup plus facile d'être heureux et de rendre cette personne heureuse parce que tu n'as aucune attente envers elle. Tout ce que tu souhaites, c'est la rendre heureuse. Donc, je pense que c'est beaucoup plus facile d'avoir une relation saine et qui va bien, plus équilibrée comme ça. Cinq sujets, 10 minutes, des sujets d'actualité ou des sujets plus personnels. C'est ce que je demande à mes invités dans ce bloc-ci. Le premier de tes 5 sujets, c'est l'implication avec Sainte-Justine au cœur du monde. Je ne connaissais pas ça et j'ai fait des recherches. J'ai trouvé ça absolument magnifique. Ce sont des médecins qui interviennent auprès d'enfants qui ont des malformations cardiaques ou qui ont des problèmes cardiaques à travers le monde, c'est ça? Tout à fait. Puis j'aime ça avec quoi tu as commencé en disant je connaissais pas ça. Non. Et ça fait 10 ans que les spécialistes médicaux, paramédicaux, bénévoles de l'hôpital Sainte-Justine, il faut le dire, c'est des gens qui prennent leur temps, de leur énergie, parfois même leurs vacances, qui depuis 10 ans s'en vont dans les pays en voie de développement pour aller tenter de guérir et de sauver la vie de petits enfants malades qui autrement n'auraient aucune autre chance de survie. En exemple, là, en mars prochain, on s'en va en Éthiopie, pays de 91 millions d'habitants. Tu dis on s'en va parce que oui, parce que je vais y aller. Oui, je vais pas aller opérer personne, rassurez-vous. Mais je vais aller faire du bien, je vais faire ma part, je vais travailler avec l'équipe. Et il y a 91 millions de personnes et un seul hôpital où on fait de la chirurgie cardiaque pour tout le pays. Pour les enfants, pour 91 millions d'habitants. Donc, vous voyez que il y a très, très peu de monde qui ont accès à ces soins de santé-là. Il y a énormément d'enfants qui sont condamnés. Et un enfant qui soit d'ici ou d'ailleurs devrait avoir le même droit à la vie, à la santé. Donc, c'est pour ça que je m'implique. Ces gens-là n'avaient pas eu de porte-parole depuis les 10 premières années. Il faut qu'on connaisse cette fondation-là. Il faut qu'on en parle. J'ai écrit une chanson sur le dernier album qui s'appelle « Réparer les cœurs » et qui parle des enfants d'ici, d'ailleurs, qui sont malades et de leurs proches qui en souffrent. Et j'ai décidé de donner tous les profits de cette chanson-là. Donc, les gens
gens vont la télécharger sur Zik, sur Archambault, peu importe. Mais chaque dollar qui sera dépensé pour cette chanson-là va aller à la Fondation Sainte-Justine au cœur du monde. Comment... est-ce que c'était avec eux que tu étais en Afrique? Je me pose la question quand tu étais chargé. J'ai été 3 ans porte-parole pour la FJDD, la Fondation des jeunes pour un développement durable. Ça, c'est ça qui m'a amené 2 fois à faire des voyages humanitaires en Afrique, travailler dans des orphelinats pour jeunes garçons, pour jeunes filles, aller travailler aussi en République dominicaine avec des malades à la soupe populaire. En Afrique, on a refait une cafétéria au complet, on a changé les fenêtres, on a refait les murs, la peinture. Les jeunes... Toi-même, là? Oui, avec les jeunes, par contre. La deuxième fois, la première fois, c'était dans un orphelinat pour jeunes filles. Petites jeunes, là, on avait fait tout le travail de peinture, le jardin, on avait assuré un accès à l'eau potable. Et la deuxième fois, dans l'orphelinat pour jeunes garçons, c'était des jeunes ados. Fait que c'était important pour nous d'y aller puis de dire, hey, c'est du quoi, il faut pas faire tout le travail à leur place. Il faut que les jeunes travaillent avec nous pour apprendre, pour qu'ils soient fiers de ce qui est fait. Donc, ça a été une expérience extraordinaire pendant 3 jours de tout repeinturer, tout refaire les murs. Écoute, les jeunes mangeaient sur des tables, dépareillées, défraîchies, sales. Il manquait des dossiers, les chaises étaient tout croches. Donc, on a tout acheté, les tables, les chaises. On a refait ça avec les jeunes. Ça a été une belle fierté. Donc, ça, j'ai fait ça pendant 3 ans avec la FJDD. Et là, je m'implique maintenant avec la Fondation Sainte-Justine au cœur du monde. Il était là à ton lancement? Oui, je leur ai dédié cette belle chanson-là qui, je pense, est une des plus belles chansons que j'ai écrites dans ma vie. Il y a 2 des chansons sur l'album qui sont parmi les plus belles. Réparer les cœurs et une autre qui porte sur le cancer qui s'appelle J'en veux pas de ton paradis, qui a fait que susciter beaucoup de réactions. Où je me suis imaginé être un père de famille qui est atteint d'un cancer incurable et qui doit laisser derrière 2 jeunes enfants puis qui doit accepter ça, de laisser aller ce qu'il y a de plus cher au monde, puis qui dit à Dieu, Dieu, j'en veux pas de ton paradis si tu m'arraches tout ce que j'ai. Je suis un père et un mari, j'en veux pas de ton éternité. Je veux voir ma fille prendre un mari, je veux voir mon gars jouer au hockey. Mais s'il faut que je parte, bien, au moins veille sur, fais-moi une seule promesse, c'est que tu vas veiller sur les gens que je laisse derrière. Donc, c'est un hommage à la force de résilience, de courage, d'acceptation que ces gens-là doivent avoir pour passer à travers un cancer. Ton autre sujet, c'est l'importance de préserver notre langue. On le sait, elle se perd. Particulièrement avec les textos. D'ailleurs, tu as une chanson qui parle de textos sur ton album. Moi, c'est une inquiétude que j'ai, ça, de la perte du français, même si c'est pas toujours une langue qu'on maîtrise parfaitement. T'en penses quoi, justement? Bien, vois-tu, on dirait que dans le milieu artistique, on n'est plus touché par ça, par la langue. Malheureusement, dans toute civilisation où il y a un peuple qui est... sans dire qu'il est soumis, mais qui a été... plus minoritaire que celui qui est plus minoritaire, il va finir par perdre sa culture et sa langue. Et c'est tout ce qui nous reste au Québec. Hein. C'est tout ce qu'on est. On est les seuls petits irréductibles gaulois en Amérique du Nord qui parlent français. On a su préserver pendant 400 ans notre culture et notre langue, notre identité. La culture, la langue, c'est l'âme d'un peuple, c'est qui nous sommes. Et puis, malheureusement, bien, on dirait que le fait français est de moins en moins important au Québec. Et ça, c'est triste. Moi, j'ai essayé de faire ma part à travers mes chansons. Dans l'album Le Monde est beau, j'avais une chanson qui s'appelle Je me souviens, une autre qui s'appelle Dans ce pays, où je me disais, est-ce qu'il était encore possible de rêver, de prendre notre destinée dans nos mains, de pouvoir décider par nous-mêmes, prendre nos décisions au niveau de la langue, de l'éducation, de la santé et tout ça. Mais malheureusement, c'est des gens de l'Ouest qui ont d'autres idées que les nôtres qui décident pour nous, mais bon, les Québécois sont un peuple adulte, ils peuvent prendre leurs décisions, mais c'est certain qu'il faut penser à préserver et promouvoir plus notre culture qu'on le fait présentement. Il y a 2 batailles, je pourrais peut-être en rajouter plus, mais 2 auxquelles je pense. Il y a celle de la langue que la génération présente n'a pas livrée, c'était plutôt les générations précédentes, et aussi celle de la libération des femmes. Et je vois aussi, là encore, des femmes qui, je te dirais d'une certaine façon, reculent par rapport aux avancements qu'ont fait les générations précédentes. C'est un peu dommage. Bien, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut constater. Des fois, j'ai l'impression que notre génération, ou même la nouvelle génération, on dirait qu'on est peut-être moins conscientisé au sens où il y a encore plus d'informations, il y a l'accès au web, mais on dirait que tout le monde est pris par son iPhone, par son iPad. On est greffé après ça. Moi, quand j'étais petit garçon, on n'en avait pas d'iPad puis d'iPod. Oui, tu en avais un, la Chess Sketch. Ah oui, là, écoute, mon Dieu, c'est une autre réalité. Autre genre d'écran, mais on lisait. Oui, moi, je passais mes fins de semaine. Mon père m'amenait à la bibliothèque. Mon frère lisait. On lisait, même si c'était des bandes dessinées ou des livres dont vous êtes le héros. On lisait, on se renseignait. Quand on faisait des recherches au secondaire, on allait dans des livres. Tu sais. On avait cette connaissance-là de la langue, cette soif de lire. Tu sais. Et aujourd'hui, malheureusement, ça se perd énormément. Non seulement ça se perd, mais on sent que c'est une corvée. C'est une corvée. Alors, il vaut mieux couper les mots, écrire avec des abréviations. Puis je pense qu'il faut que tout le monde se conscientise à ça. Il faut que tout le monde prenne responsabilité là-dedans puis qu'on dise, écoute, faisons un effort pour promouvoir notre langue, pour promouvoir notre culture, autant dans les médias que dans la société en général. Tout le monde doit faire son petit effort pour qu'on aille vers là. Justement, ça m'emmène vers ton 3e sujet, l'envie de changer le monde par des petits gestes. Dans le fond, c'est ça.
Oui, moi, j'ai toujours rêvé de changer le monde. C'est drôle, hein, quand j'étais, juste avant Star Academy, j'ai écrit un journal. Moi, j'aimais beaucoup écrire. Et 33 jours avant Star Academy, quand je savais que j'étais dans les finalistes, dans ma tête, moi, je savais que j'allais être choisi. Je le savais depuis le début, je l'ai toujours su. Donc, je me suis dit, moi, je lisais à l'époque, j'étais à Québec, je lisais Franco Nuovo, qui faisait un éditorial dans le Journal de Québec à tous les jours. Puis je me suis pris pour Franco Nuovo, moi, à tous les jours. J'ai dit, je vais écrire une chronique, je vais y mettre 2 ou 3 heures par jour. À tous les jours, je vais écrire 33 jours avant Star Academy. Un billet d'opinion, en fait. Oui, sur ma vie, sur ce que je vivais à l'entrée d'une grande aventure comme ça. 33 jours avant, 32 jours avant. J'ai fait ça jusqu'à mon entrée à Star Academy. Un jour, peut-être, je publierai ça. J'ai presque 200 pages. Et là-dedans, je dis, je rêve de changer le monde. C'est un peu utopique de penser ça, mais c'est pas vrai qu'on a besoin d'être un président ou d'être à la tête d'une armée ou d'avoir de l'argent ou du pouvoir pour changer le monde. Changer le monde, c'est à tous les jours. Oui, on peut aller travailler dans un orphelinat en Afrique, mais on peut juste considérer l'être humain qui est à côté de nous comme un être humain, puis au lieu de quelque chose entre notre point A puis notre point C dans la journée. T'sais. Moi, je raconte souvent les anecdotes que quand j'arrive, par exemple, au Tim Hortons, puis j'avais une petite madame à Saint-Hyacinthe, je l'ai raconté souvent où j'arrête de prendre mon café. Madame 55, 60 ans, je sais pas, toute belle, des beaux yeux bleus. Bien, au lieu de juste prendre mon café, tu sais, puis de dire merci, bye, on va te prendre un café. Tu sais, bonjour, madame, vous allez bien? Il faut que je vous le dise, vous avez donc bien des beaux yeux bleus. Vous êtes magnifique aujourd'hui. Puis là, la madame, elle vient tout rouge. Bien, c'est des petits gestes comme ça. Laissez une marque dans la vie des gens qu'on rencontre. Oui, puis c'est beaucoup plus facile qu'on peut le penser. Les gens pensent que c'est cliché, mais de s'arrêter quand un itinérant, des fois, nous, au lieu, il est fatigué, il veut laver ma vitre. Ou la tapiasse de dit. Oui, ou lui parler. Oui, on est tellement pressé, on n'arrête pas pour prendre le temps de parler à un autre être humain. Puis on a tellement besoin de gens pour faire du bénévolat. Il y en a. Si vous cherchez, vous allez en trouver à côté de chez vous. Pas besoin d'aller au bout du monde. On se plaint, on voit ce qui se passe des fois au Moyen-Orient, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe un peu partout en Afrique. On dit on est impuissant face à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est tellement loin. Bien, il y a tellement de choses qu'on peut faire, mais ici, à tous les jours, dans nos vies, pour changer le monde, pour rendre notre monde plus beau. Puis ça, on s'en rend pas compte des fois. Donc, la beauté dans les petits gestes, puis la différence se fait dans les petits gestes. 4e de tes 5 sujets, la hiérarchisation des styles musicaux. T'aimes pas qu'on t'appelle le chanteur de charme? Non, ça me dérange pas tellement. À mes débuts, j'avais un petit peu de difficulté avec ça. Parce que chanteur de charme, c'est comme s'il y avait une connotation négative au Québec. Comme si chanter des chansons d'amour, par exemple, ou quand on est dans le populaire, où on parle de la vie de tous les jours, de vrais sentiments, de vraies choses. Linda Lemay a souvent été regardée de haut un peu par l'intelligentsia au Québec. C'est l'artiste au monde qui a fait le plus souvent l'Olympia de Paris. Elle l'a fait 50 fois. Il y a Aznavour qui l'a encensé là-bas. Nous, ici, on a de la misère à l'encenser, mais le plus grand de l'histoire, ou un des plus grands de l'histoire de la chanson française, l'a encensé comme... Nul n'est prophète dans son pays. Hein? Bien, c'est sûr, mais je pense que c'est ça. Il faut... excuse-moi, on parlait de la hiérarchisation. Oui, du côté chanteur de charme. Il y avait un petit côté négatif à ça. Toi, la musique, c'est la musique, c'est ça? Bien, c'est ça. Moi, je me dis, il ne faut pas hiérarchiser les styles musicaux au sens où on dirait qu'il y a une catégorie de musique qui est toujours plus intelligente, plus acceptée. Tu as certains chanteurs ou un certain genre qu'on nommera pas, que peu importe ce qu'ils font, c'est toujours bien vu, c'est toujours encensé. Parce que c'est à contre-courant? Peut-être parce que c'est à contre-courant, peut-être avec raison aussi parce que c'est plus original, ça va à contre-courant, c'est moins un son qu'on entend tous les jours. Sauf que moi, là où j'en ai, c'est dans les deux solitudes, où je me dis, il ne devrait pas avoir deux grandes familles, il ne devrait pas avoir la musique pop, la musique commerciale, puis la musique intelligente. C'est-à-dire entre l'élitisme et le populisme. Bien, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je pense que le Devoir, on en a besoin, puis le Journal de Montréal aussi. Puis entre les deux, il y a la place. Mais c'est qu'il devrait avoir un plus bel amalgame de tout ça. C'est vrai. C'est que je trouve que quand il y a des projets un peu plus intello, on va aller chercher un genre de personnes. Mais quand tu as des projets plus populaires, c'est un genre. Et je pense que tout le monde gagnerait. On gagnerait plus à mélanger tout ce monde-là. Si on faisait un projet plus intello et qu'on allait chercher 3-4 personnes du pop, ça ouvrirait les horizons, ça ferait découvrir ce projet-là à un plus grand nombre de personnes. Il y en a un qui s'en vient, c'est les gens qui vont chanter des chansons de Louvain. Ah oui? Oui. Vous n'avez pas entendu parler de ce projet-là? Il y en a quelques-uns là-dedans qui, il y a quelques années, n'auraient jamais chanté du Louvain. Ouais, hein? Donc, tu vois, il y a quand même une démocratisation. Dernier des sujets, puis on va l'aborder rapidement, c'est la précarité du milieu de la chanson. On le sait. Ça fait quoi? 15 ans qu'on est là-dedans, dans la précarité de la chanson? Bien, je pense qu'on a réussi. On n'a pas eu de facilité à s'adapter au web. Je pense qu'on a le virage Internet. Tu n'es pas encore rendu là? Tu peux pas encore gagner ta vie avec tes chansons? Oui, tout à fait. C'est certain que je gagne ma vie. Là, depuis quelques années, ça va mieux. À mes débuts, ça a été très difficile. Mais je voudrais pas être un artiste
artistes qui commencent dans le milieu artistique aujourd'hui. Moi, j'ai mon public, mes salles sont rendues relativement pleines T'es aujourd'hui. producteur, donc... Je suis mon propre producteur, mais on ne vend plus d'albums. C'est plus ce que c'était. Les gens qui Mais tu parles s'imaginent d'albums physiques, en fait, là. Mais même au niveau d'iTunes, Ouais, je veux dire, pas. des albums au Québec, là, il y a 5 artistes par année qui vendent 40 000 copies. Et ce sont tous des phénomènes, là, comme des Lisa Leblanc ou Paul Darèche après 40 ans. Mais dans les artistes mainstream commerciaux, il n'y a pratiquement plus personne qui dépasse 10, 15, 20 000 albums. Donc, les gens pensent que les artistes sont tout riches, mais c'est pas le cas et c'est plus difficile qu'on le pense. Vous savez, l'être humain est la somme de ses expériences, mais aussi de ses réflexions. Et c'est ça, mon bloc. Ça s'appelle du jeu, s'il vous plaît. Je demande 3 moments qui ont changé la vie de mes invités et 3 citations qui les définissent. Et le premier de tes 3 moments, c'est celui où tu as été choisi, même premier choix pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec par le Mooseheads d'Halifax à l'âge de 16 ans. Tu devais plus toucher à terre. Ah non, ça, c'est quelque chose. Là. J'en ai pleuré ma vie. Là. Quand on m'a appelé à l'époque, c'était Clément Jodoin qui a été dans l'organisation comme coach avec le Canadien de Montréal. Il m'avait appelé. Moi, j'avais été le 2e meilleur compteur de la Ligue Midget 3 derrière un gars qui s'appelle Daniel Brière. Es-tu sérieux? Ouais, Daniel Brière, par contre, mesurait 5 pieds 7. Moi, à 15 ans, j'étais 6 pieds 1 et demi, 175 livres. J'avais ce qu'on appelle un physique de hockeyeur. Donc, moi, j'avais été le premier choix. Daniel avait été repêché 7 ou 8e à Drummondville. Puis finalement, il a brûlé la Ligue pendant 4 ans. Écoute, c'est le meilleur joueur contre qui moi j'ai joué dans le junior. Et moi, j'ai été repêché à Halifax. Mais là, je devenais le premier choix, comme l'avaient été des Mario Lemieux, des Vincent D'Anfos, des Pierre Turgeon. Premier choix, meilleur espoir midget de toute la province de Québec. Fait que Attends, je suis parti. Là, c'est ben là, vrai. tu as 15 ans. Puis là, tu as les agents de la Ligue nationale qui viennent te voir. J'avais l'agent de Patrick Roy, moi, qui à l'époque m'avait recruté. T'sais. Puis là, tout le monde dit, ben tu vas faire un joueur de hockey. Puis tu imagines les millions, puis la gloire. Puis, mais ça, c'est 15 ans parce que c'est 3 ans aller à 18 ans pour être repêché dans la Ligue nationale. Fait que tu te fais approcher à 15 ans, tu es encore un ado, puis tu te dis à 18 ans, je peux être millionnaire si je signe un gros contrat. Donc, écoute, ça a été une belle époque de ma vie, ça, le hockey. Mais ça change quoi de la perception de l'adolescence, parce que tu es encore dans l'adolescence, puis par rapport à tes amis qui, eux, ce dont ils rêvent, c'est d'avoir leur première voiture, leur première baisse, puis leur premier appartement. Là, tu comprends? Il n'y a rien de commun, là, avec... Bien, c'est que très jeune, j'ai été habitué au monde des médias et à avoir l'attention. Ça peut-être m'a servi par la suite dans mon métier d'aujourd'hui parce que j'avais les caméras braquées vers moi dès le midget 3, dès le junior. Tu as une grosse couverture, tu passes à la TV, tu passes à RDS, tu es la petite vedette de ton école secondaire. Mon école secondaire, quand j'avais des articles dans les journaux, ils les faisaient imprimer, ils les mettaient dans l'entrée, ils étaient très fiers de ça. Les filles courent après toi? Bien, ça nuit pas. Moi, j'ai fait 2 métiers dans la vie qui sont relativement intéressants au niveau des conquêtes féminines. Oui, c'est vrai. Tu sais, un gars de hockey, quand on était au cégep, ben écoute, ça doit être le morceau de bois. Moi, je pense qu'il y a quelque chose. Soit c'est un morceau de bois, c'est une guitare, ou c'est un bâton, mais il y a une tangente. Hey, là, laisse faire le morceau de bois, là. Ouais, en tout cas, je suis sûr que les filles n'étaient pas de bois devant toi. Oh, quel jeu de mots! Hey, t'es un poète, pas toi. pire, hein? T'es un poète. Est-ce que ça a compliqué justement ta perception de l'amour? On en a parlé de l'amour, mais tu sais, quand t'as le menu devant toi, t'as le buffet devant toi, tu peux prendre la bouchée que tu veux. Ça vient-tu compliquer un peu ça, peut-être? Jeune, ça complique pas. Je pense que jeune, c'est le fun. Oui. On va se dire les vraies affaires. Tu sais, quand t'es jeune, les gars de hockey, on était tous des grands gars, des gars de 6 pieds. On arrivait à Drummondville pour les voltigeurs ou à Victoriaville, les Tigres. On a tout notre chandail, notre gros manteau des Tigres de Les filles vous Victoriaville. attendent. Puis écoute, on joue devant 3000 personnes à l'aréna. Les petites filles, ça court après les gars de hockey, on c'est s'entend. ça. Fait qu'il y a quelque chose de le fun. Tu sais, on s'en cachera pas. Puis à cet âge-là, l'amour... Non, c'est pas vraiment ça. Bon, tu sais, je veux dire, hein, on fait ce qu'on fait, puis on s'amuse. Puis après ça, ben, j'ai chanté dans les bars. Tu sais, quand j'ai quitté ma carrière de hockey, j'étais allé chanter dans les bars. Donc, tu sais, mais en même temps, nos priorités changent. Tu sais, ce que je recherche dans la trentaine n'est pas ce que je recherchais dans la vingtaine. Donc, j'ai eu des belles années, mais mettons que je suis rendu pas mal plus sage aujourd'hui que je l'ai déjà été. Et dans la trentaine, et c'est un autre des grands moments qui ont changé ta vie, tu as décidé d'être heureux, toi. Oui, ben oui. C'est drôle. Moi, je sais pas. Écoute, tu fais quoi? Ça fait 10 ans peut-être qu'on se connaît depuis Star Academy. J'ai pas vu un grand changement en toi, sauf que je vu à un moment donné où il y a... Tu sais, la vie adulte a rentré. Oui. T'es passé d'un kid à un adulte. T'es-tu au début de la trentaine? Je pense que la trentaine a été très bénéfique pour moi. Il y a eu une grande ouverture sur le monde. Je pense qu'avant la trentaine, premier, deuxième album, c'est le moi, le jeu. On est centré sur « faut que je réussisse, mes albums, mes affaires, faut que ça marche, faut que je fasse ci ».
Puis là, à un moment donné, avec un succès, avec le troisième album qui a vendu 30 000 copies, 2 numéros 1, dont T'es ma femme, t'es la plus belle, qui avait marché beaucoup. Là, à un moment donné, tu as une ouverture, puis tu fais, OK, je peux pas passer ma vie à me définir comme être humain juste avec le nombre de numéros 1 que je fais, les ventes d'albums. Il faut que je fasse ma part. C'est pas des chiffres. Ben c'est ça, il faut que je laisse ma trace. Puis je me disais, je veux que plus tard dans ma vie, les gens disent, OK, ça a été un grand auteur-compositeur, mais je veux que les gens également, à 50 disent, ce gars-là a fait de quoi de bien dans la vie. Ça a été un bon être humain, il a fait du bien. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait dans la vie. C'est de s'engager comme citoyen du monde, de faire du bien, autant ici qu'à l'international. Et ça s'est fait avec l'ouverture sur le monde, avec les voyages humanitaires. Ça a vraiment changé ma vie quand j'ai visité l'Afrique, que j'ai fait mes premiers... Quand tu vois la chance qu'on a ici. Là. Ben, les petits bobos sont vraiment plus petits. Hein? Quand tu visites des orphelinats en Afrique, puis tu vois les conditions dans lesquelles ces jeunes-là vivent, après ça replace les choses. Puis tu dis, on est tellement chanceux. Donc, tu disais, tu as pris une décision. Moi, à 30 ans ou dans la trentaine, je me souviens d'une journée dans ma vie où j'ai dit, OK, à partir de maintenant, là, je m'en souviens très bien de ce moment-là, j'ai dit, je vais être heureux et il n'y a plus jamais rien, ni personne qui va affecter mon bonheur. Et je peux te dire que depuis cette journée-là, il n'y a pas un matin où je me lève ou un soir où je me couche où je dis, je suis malheureux. Les gens disent, ça se peut pas, tu peux pas être heureux tout le temps, tu dois péter ta coche. Des fois, non. Le ton que j'ai là, je disais aux gens, trouve-moi une personne dans les 10 dernières années qui peut te dire que j'ai crié, que j'ai sacré après, que j'ai manqué de respect. Jamais. Je suis pas parfait, j'ai des défauts. Mais il y a une chose, c'est que je suis heureux dans la vie. Puis moi, le bonheur, j'ai décidé d'en faire un choix puis un mode de vie. Moi, c'est arrivé beaucoup plus tard dans ma vie de faire ce choix-là que j'ai comme toi. Mais c'est arrivé après une rupture amoureuse. Est-ce que toi, c'est la même chose? Ça a été un peu de ça. Je dirais que oui, ça a été une... Il y avait plein de choses. Après mes 2 premiers albums, au niveau financier, ça avait été difficile. J'avais eu des choses à régler dans mon entourage. J'avais une grosse rupture. Ma première vraie grosse rupture à vie. Peine d'amour, effectivement. Alors là, tout était à refaire, là. Tout était à replacer. Et là, je faisais mon album Paroles et musique. Je venais d'écrire T'es ma femme, t'es la plus belle. C'était mon petit Une chance concert. Moi, je disais, là, je l'ai, l'album. J'avais produit mes 2 premiers moi-même. Il n'était pas question que je donne mon 3e, mais j'avais plus d'argent. J'en arrachais. Je venais de me séparer. Tu sais, tout le monde a eu un creux de vague. Alors, moi, ça a été mon creux de vague. C'est là que tu as été voir Mario Pelchat? Et ça s'est plus ou moins fait comme ça. Par la suite, oui, ça a été une décision plus d'affaires. Mais à ce moment-là, j'ai plutôt décidé de produire moi-même mon album. J'ai quand même... Il faut que tu empruntes, là. Je veux dire, il faut que j'ai hypothéqué ma maison. À ce moment-là, c'est que tout l'argent que j'avais mis, tout ce que j'avais dans la vie, ma maison, je l'ai réhypothéqué. J'ai dit, je vais produire moi-même mon album. Et je me suis lancé parce que je le savais que ça allait marcher. Et je sentais qu'après 2 albums, j'avais besoin d'un mentorship, d'aller voir quelqu'un qui pouvait m'aider à aller plus loin. Et c'est à ce moment-là que j'avais côtoyé Mario dans le milieu. Mario croyait en moi. Et Mario m'a donné un immense coup de main pour le 3e album qui a super bien fonctionné. Et en même temps, j'ai travaillé avec une de mes idoles. Moi, quand j'étais jeune, Mario Pelchat, c'était le chanteur vous avez au beaucoup Québec. En commun, j'espère que vous le savez. Là. Bon, au niveau musical de nos voix, des fois, on a été comparés. D'ailleurs, c'est un hasard de la vie, mais complètement. Mais j'ai été... c'est moi qui ai repris son rôle quand ils ont fait la nouvelle distribution dans Don Juan. Autant pour les shows de Québec et Montréal, Félix Gray m'a fait confiance. Ça, pour moi, ça a été un grand gage de confiance parce que je me suis toujours considéré comme un auteur-compositeur. Moi, c'était mes textes et j'étais la voix de mes textes. Mais là, on me disait, Félix me disait, je te fais confiance pour remplir les chaussures de peut-être la plus grande voix au Québec. T'sais, moi qui m'étais jamais considéré comme un chanteur à voix plus un auteur-compositeur. Donc ça a été une belle étape aussi dans ma vie. Puis vous êtes tous les deux des fonceurs. Je pense qu'on a, oui, cette similitude-là où Mario est un producteur, est un gars qui a travaillé fort, qui a eu des bas aussi. Mario a raconté qu'à un certain moment, il était obligé d'aller à l'aide sociale parce qu'il s'était fait avoir dans sa vie. Moi, j'ai eu un bas aussi au niveau de ma carrière, au niveau financier, parce que j'avais été un petit peu... on a tous vécu des choses un peu pas le fun dans nos carrières. Mais les deux, on est des battants. Les deux, on s'en est sortis. Puis après ça, on a remonté la pente. Moi, je pense que ça me vient peut-être du hockey. Le côté travaillant. Moi, j'ai joué au hockey longtemps, mais je me suis battu beaucoup au hockey. Jeune, j'étais un bon compteur. Tu dis pas battre de main, là, oui, tout à fait. Ah oui, vraiment? Oui, j'étais un bagarreur dans mes 4 années pro de 20 à 24 ans. Fait que t'étais un goon? Bien, ce qui arrive, c'est que junior, j'étais un très bon joueur. Puis quand je suis arrivé à 20 ans, j'ai eu une grosse blessure, déchirure complète de l'aine, reconstruction de l'aine, opération au pied aussi. Fait que j'ai manqué 1 an de hockey. Donc, quand je suis revenu joueur autonome, après ça, j'étais allé au camp d'entraînement des Sénateurs d'Ottawa puis des Capitals de Washington. Là, tu arrives de nulle part. Tu es un inconnu, tu as un try-out. Fait qu'il faut que tu fasses ta place. Là, il faut que tu fasses ta place. Fait que moi, la brillante... Point sur la gueule, tu le fais? Bien, c'était une super bonne idée que j'ai eue. Je me suis dit, en plus de scorer une vingtaine de buts par année, je vais me battre. Parce que dans le hockey, quand tu te bats puis t'es tough, c'est bien vu. C'est comme, hey, lui, il veut payer le prix pour l'équipe. Puis moi, j'avais pas peur de ça. J'aimais pas ça. Mais moi, me battre, là, si c'est pour monter, pour réussir mon rêve, je prends à en manger des coups de poing sur la gueule. Puis écoute, il n'y a rien que j'ai pas eu. J'ai des pointures, là, j'en ai
partout, j'en ai eu ses yeux. Je me suis défait les mains, les jointures à me battre. Écoute, puis il n'y a pas une blessure, les dents en avant, je me les ai fait casser 3 fois. C'est des fausses dents, mais au moins, ils payaient dans ce temps-là. Mais tu sais, quand tu t'es fait, écoute, séparation d'épaule, je me suis fait casser des côtes, il n'y a rien que j'ai pas eu dans le hockey. J'avais continué, je pense que je ne marcherais même plus aujourd'hui. Mais ça te montre qu'après ça, quand tu gagnes ta vie à chanter des chansons, à jouer de la guitare, jouer de la musique, t'es choyé en tabarouette. Puis c'est pas mal plus constructif. Hein? Je pense que oui. Bien, moi, j'étais pas un joueur de hockey. Je me suis rendu compte à un certain moment que j'avais... Pas que les joueurs de hockey n'ont pas beaucoup à offrir, mais j'avais plus à offrir comme être humain que de scorer des buts puis de rentrer du monde dans les bandes. Mais je pense que je voulais être joueur de hockey puis je voulais être connu pour faire une différence. Même à 16-17 ans, je me disais, je vais devenir le premier joueur de hockey à écrire un livre de poésie. Je vais devenir le premier joueur de hockey. Si je gagne 1 million par année, je vais prendre plein de tranches de 10 000 $. Puis je me disais, je vais en donner à tous les organismes qui existent au Québec. C'est ça que je rêvais de faire, moi, avec mes millions. Je ne rêvais pas de la grosse maison puis du gros char. J'ai toujours voulu ça dans ma vie, faire une différence. Puis je me disais, plus tu es connu, plus tu as de gens qui t'écoutent. Donc, je voulais réussir, entre autres, pour ça. En parlant de gens connus, et c'est dans tes 3 citations, il l'a été, hein? Gandhi. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Ça, c'est tellement simple, mais c'est tellement ça. C'est tellement important parce que les gens, souvent, n'aiment pas leur vie ou trouvent que ça va mal dans le monde, puis ils s'attendent à ce que le monde change de l'extérieur. On ne change pas le monde de l'extérieur. Le monde est un reflet de ce qu'on est. C'est plus simple de changer soi que de changer le monde. Il faut changer soi-même. Si on n'aime pas ce qui se passe dans le monde, il faut arrêter de vouloir que les choses changent à notre place. Il faut changer nous. Il faut être les acteurs de changement. Le monde, malheureusement, est un reflet de ce qu'on est comme personne, comme société. Fait que si on veut voir les choses changer, il faut commencer par le je. Puis si tout le monde, moi je me dis, faisait ça. Si tout le monde, dans le monde entier, prenait une décision de journée de se lever, de vivre dans l'amour, d'être plus conciliant, d'être plus empathique, de faire le bien pour quelqu'un d'autre dans une journée, il y aurait un changement immense. Deuxième de tes 3 citations, Apollinaire, et tu nous en as parlé au début de l'émission. Parce que fondé en poésie, nous avons des droits sur les paroles qui font et défont l'univers. C'est beau, ça, hein? Oh, que c'est beau! La force des mots. La force des mots, je l'ai toujours dit que les mots, les phrases, ce sont des œuvres d'art. Les phrases qu'on écrit, les chansons qu'on écrit, c'est des petites œuvres d'art au même titre qu'une peinture. On restructure des phrases et des mots qui ont été dits, qui n'auront jamais été dits de cette façon-là. Et Apollinaire est mon poète préféré. Ça a été mon poète préféré de mon adolescence et ça l'est toujours. Apollinaire a écrit cette phrase-là et un jour, dans mon adolescence, j'avais 14 ou 15 ans, je l'ai annoté et je l'ai toujours gardé en ma tête parce que fondé en poésie, nous avons des droits sur les paroles qui forment et défont l'univers. Donc, avec les mots, la force des mots, ce qu'on peut faire avec des mots, on a des droits, mais on a aussi des obligations envers ce qu'on peut faire avec ces mots-là. On peut faire très mal avec des mots, mais on peut faire aussi des belles choses juste avec le pouvoir des mots. Et la troisième de tes citations, et c'est un grand poète, « L'important n'est pas la grandeur du geste, mais de faire quelque chose, n'importe quoi, mais de le faire avec amour », et c'est Étienne Drapeau. Un grand poète, un grand poète. Et j'aime ta citation, parce qu'elle résume à peu près tout ce qu'on s'est dit depuis le début de l'émission. Oui, écoute, c'est une citation qui m'est venue de toutes mes lectures philosophiques puis de livres sur le bonheur. Mais oui, j'ai souvent dit... faites quelque chose. C'est pas important ce qu'on fait, c'est pas la grandeur du geste qui compte, c'est juste de faire quelque chose et de le faire avec amour. Et ça, je pense que ça résume pas mal tous les propos desquels on parle depuis quelques minutes. Ce boulot, on l'appelle « On presse le citron ». 10 questions, 10 minutes. Je pars souvent, c'est taillé sur mesure, OK, avec chacun de mes invités. Donc, je pars en me disant, c'est quoi le mot qui définit mon invité ou de quoi je voudrais peut-être jaser. Donc, je pars d'un mot, puis je fais une question, puis je m'en vais un peu dans l'inconnu. Mais c'est surtout pour avoir des choses... Tu en as fait combien d'entrevues dans ta carrière? On est rendu à 2000, peut-être? On doit en avoir fait une bonne trollée. Donc, c'est pour ça que j'essaie d'aller, dans d'autres choses. Oui, mais c'est ce qui est intéressant. On parle d'autres choses qu'on est habitué. La même cassette, on la change un peu, c'est le fun. Puis si tu as déjà dit ce que tu as dit, ben moi, je le sais pas. Donc, des mots d'hockey. Le premier de ces mots-là, c'est « aréna ». Oui. As-tu plus de beaux souvenirs sur la glace ou sur scène? Ah, bien, je pense que j'ai de... En ce moment-là. Wow, quelle bonne question. Crime, c'est toute une question. Merci. Bien, je pense que ça serait pas mal égal. Ça serait pas mal égal, mais je te dirais que j'ai peut-être autant de beaux souvenirs de la glace que du showbiz, mais j'ai beaucoup plus de choses que j'ai moins aimées du hockey que de mon travail d'auteur-compositeur.
Assez que si j'ai des enfants un jour, des fois, je me demande s'ils vont jouer au hockey. Puis c'est pas de l'amertume. C'est juste que dans mes valeurs profondes, je trouve qu'un enfant, souvent, est laissé à la merci d'un entraîneur. Les entraîneurs n'ont pas de formation nécessairement en psychologie. Non, ils ne sont pas très pédagogiques non plus. Il y a un entraîneur, souvent dans le hockey, même dans le hockey mineur, très jeune dans l'élite, c'est un dictateur. J'ai vu des coachs crier après des enfants de 10, 11 ans, 12 ans, dire des choses qui n'ont pas de bon sens. Puis des parents acceptent ça parce qu'ils voient leur enfant dans la Ligue nationale. En tout cas, on pourrait en parler très longtemps. C'est un très vaste sujet, tu as raison. Puis moi, j'ai déjà rentré un entraîneur dans le mur qui entraînait mon fils. Je l'ai tassé dans le mur en disant, là, ça va faire. Non, mais écoute, je te comprends. Je te comprends très bien parce que pour l'avoir vécu de l'intérieur, j'ai vu des choses pas toujours très, très belles. Mais en même temps, je suis pas amer de ça. Le hockey m'a apporté beaucoup. C'est un sport extraordinaire. Il y a plein de belles personnes dans le sport, mais il y a aussi plusieurs choses à changer ou à discuter. En tout cas, si jamais ils font une commission, puis je pense qu'ils en ont déjà fait. Ils t'appelleront. Tu auras sûrement beaucoup à jaser. Deuxième mot, c'est le banc. Le banc? Le réchauffer. Oui, ça m'est arrivé dans ma carrière. Ouais. Qu'est-ce qu'on développe le plus lorsqu'on est benché? Est-ce que c'est la détermination, l'humilité ou bien l'ego? Ah, bien, c'est un peu de tout ça. Puis même dans le hockey, j'ai vécu des moments difficiles. J'ai été, comme on dit en termes de hockey, j'ai été benché. Ça t'apprend à foncer, ça t'apprend à te dépasser. Donc, c'est la détermination. Je pense que oui. Oui, certainement. Puis ce que ça m'a donné, moi, dans la vie, c'est qu'aujourd'hui, moi, un problème ou un échec, ça n'existe pas. Dans ma vie, il n'y en a pas de problème. Peu importe ce qui arrive, il y a une solution. Peu importe la montagne à surmonter, à un moment donné, ça va moins bien, ta tourne n'embarque pas à la radio, tu n'as pas eu tel show. Il n'y en a pas de problème. Ah oui, ça arrive, attends un petit peu. Tu vas tellement entendre parler de moi, je vais travailler là, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est ce que tu as fait. Bien, c'est ça qu'il faut Tu faire. as mis le pied dans la porte, puis c'est pour ça que tu es encore dans le métier. Puis, il n'y en a pas de choses graves. Quand j'aurai un enfant qui sera malade ou qui va mourir, ou quand il y aura un gros problème d'argent que je ne pourrai plus mettre de nourriture, là, j'aurai des problèmes. Mais à un moment donné, j'ai pas fait tel show ou telle chanson, je joue pas assez. C'est-tu si grave que ça, là? Bien, si on se prend au sérieux, oui. Mais si on ne se prend pas au sérieux puis qu'on relativise la position qu'on a en même temps, on peut juste contrôler ce qu'on peut contrôler. Absolument. Fait que tout ce qu'on peut faire, c'est travailler fort. Fait que si tu travailles fort, tu as fait tes devoirs, le reste, quand ça arrive, tu dis, OK, c'est la vie qui m'envoie une épreuve pour que moi, je vois si je suis assez fort. Comme quand je me fais bencher, attends un peu le coach, la prochaine game va te le montrer. Puis moi, je le change, ce mot-là. Je pense même pas à épreuve, je pense souvent à défi. Oui. Parce que défi, c'est encore plus, c'est plus glorieux de relever un défi. Bien, c'est ça la vie. Si tout était facile puis tout le monde pouvait être au top, ça serait quoi le fun d'être au top? Non, c'est ça. Ça serait quoi le fun de réussir si tu n'as pas travaillé pour? Puis le fun, c'est pas d'être au top, c'est de s'y rendre, dans le fond. De s'y rendre puis de s'y accomplir aussi. Je pense que les épreuves ou les échecs nous font nous accomplir. OK. Chambre des joueurs. Oh, ça va sentir mauvais, ça. On dit que ça pue d'un genre de voix. OK. Bière, blague et pitoune ou amitié. Ça, c'est le sujet qu'on aurait dû parler de toute l'émission. C'est le plus intéressant. OK. Donc, bière, blague et pitoune ou amitié, solidarité et maturité. OK. Attends un peu. La question, c'est... C'est-tu bière, blague et pitoune? OK. Un premier bloc. Ou amitié, solidarité et maturité. Les deux. Les deux, au sens où, sais-tu quoi, moi je dis dans la vie d'Étienne Drapeau, tu as l'Étienne Drapeau qui met son cerveau à off, qui s'en va à la cage au sport à regarder un combat du UFC ou d'une game de hockey avec les boys, on prend une bière, on dit des niaiseries, le quotient intellectuel il descend à 22. T'as beau avoir une blonde, il y a une fille qui passe, tu la regardes, tu dis des niaiseries, c'est correct, un gars c'est un gars. Être un gars, c'est aussi ça, mais t'as aussi le gars qui peut être fleur bleue puis écrire un beau poème à sa blonde, puis acheter des roses, puis ouvrir la porte quand tu rentres dans son auto. Un n'empêche pas l'autre. Je trouve que des fois, ça me peine un peu. Les gars, on dirait que pour se sentir gars, ils ont besoin d'être juste un. Ouais. Puis que si on est fleur bleue un peu, qu'on est romantique, on perd de notre masculinité, puis c'est pas vrai. Rose ou bleu? Entre les deux, il y a mauve. On peut être mauve. Hein? Mauve, j'aime le mauve. OK. On va y aller vers ça, le mauve. Deuxième étage, hein? Tu sais, c'est quoi le deuxième étage? Autant au hockey que dans le show business, il y a des gens qui ont droit de vie ou de mort sur des carrières. Doit-on s'en indigner ou s'y résigner? Pas tant dans le showbiz. Dans le showbiz, je pense que tu fais ta place. Tu as toujours moyen... C'est parce que toi, tu es producteur. Ah, il y a peut-être ça. Mais C'est sûr que... regarde la majorité des gens autour de toi qui n'ont pas la... Qui n'ont pas le contrôle sur leur carrière, ou même ça. en même temps, tu fais des chansons, tu ne sais pas s'ils vont jouer dans les radios, tu fais des spectacles, tu ne sais pas si les diffuseurs vont les acheter. Mais je trouve que quand même, tu as plus de contrôle sur ta carrière quand tu es chanteur. Parce que moi, au début de ma carrière, les radios ne me jouaient pas. J'ai dit, ah ouais, vous ne me jouez pas? Attendez un peu. Je sortais de Star Academy, il y en avait plein. J'ai fait des shows partout. J'ai fait une tournée de centres d'achat. Je jouais dans un centre d'achat gratis. J'allais jouer à Sept-Îles, à Bécomo, je payais mon gars. Bon, vous avoir à l'usure, c'est ça? Oui, j'ai dit, vous allez vous rendre compte que je m'en irai pas nulle part. Vous allez être obligé de me jouer. Puis les salles de spectacle, j'ai produit moi-même. Je vais attirer mon monde, je vais faire de la promo. Tandis que dans le sport, il y a une certaine partie de ça. Tu peux pas louer le Centre Bell. En fait, tu peux toujours, mais ça... Ben, tu peux, tu sais, mais je pense que c'est beaucoup plus facile de le faire dans le showbiz. OK. Flambeau. Hein? Le flambeau du Canadien, entre autres.
Outre sur une scène, où te sens-tu dans ta vie tout feu, tout flamme? Es-tu juste sur une place? Ben écoute, là, il y en a une qui me venait en tête, mais on va pas la dire. à OK, télévision, tu veux dire là? Ben non, mais on n'ira pas là. On va OK. Non, mais Éric, c'est- je pensais que ton émission était une émission sérieuse. Elle est sérieuse. Puis là, je viens de m'apercevoir qu'effectivement, ça peut être... Tu vois, j'ai pas imaginé que ça pouvait aller là. À quoi tu penses? Moi, je parlais. Ben, moi, je pense dans le champ à coucher. Ouais. Non, Mais non, si ben tu- non, pas du tout. Mais si tu me dis que c'est dans ton atelier à faire la rénovation... C'est ça que je cherchais. Non, mais est-ce que je suis tout feu? Oui, je sais où je suis tout feu. Tout Vas-y. flamme. J'ai une nouvelle passion depuis 1 an et demi et que je trippe. Écoute, j'aurais jamais pensé ça dans ma vie. J'ai toujours trippé sur la culture latine, mais là, je trippe sur les danses latines. La danse latine, je fais de la salsa. danse. La salsa, la bachata, le merengue. Puis je trippe là-dessus. Je prends des cours toutes les semaines depuis 1 an et demi, puis je capote. C'est une nouvelle passion. Donc, sur une piste de danse, je suis tout feu, tout Mais flamme. qu'est-ce qui t'a allumé vers ça? C'est C'est une soirée auquel tu as assisté puis tu as fait « wow ». C'est entre autres mes voyages en République dominicaine. J'ai été Ah, ben oui, c'est quatre vrai. fois en République C'est vrai. dominicaine dans l'espace de moins qu'1 an et demi. La culture, la musique, le côté charme où il n'y a pas de connotation négative au charme dans la culture latine. Il y a de la séduction. Il y a de la séduction, il y a de la chaleur, absolument. sensualité. Et ça, j'ai beaucoup aimé ça de la culture latine. OK, là, je vais te les descendre parce que sinon, on n'aura plus de temps à la fin. Glorieux. Tu as chanté au Centre Bell. Tu pas chanté... Attends, tu as chanté au Centre Oui. Bell, mais à ma connaissance, tu n'as jamais compté un but au Centre Bell. J'ai compté un but dans l'uniforme du Canadien, mais pas au Centre Bell. C'est C'est ça. un match hors concours contre les Rangers de New York. Les applaudissements, est-ce que ça aurait été la même chose? Je préfère les applaudissements du showbiz parce qu'ils te sont dédiés à toi C'est personnellement vrai. pour ton travail, tandis que l'autre est en équipe. Donc, c'est très égocentrique, mais c'est quand même ça. OK, d'autres mots de hockey. Jack Strap. Jack Strap. Il faut des couilles pour jouer au hockey hein, avec des professionnels. Qu'est-ce que ça prend pour chanter avec un chanteur, une légende? Parce que tu as chanté en duo avec des légendes aussi. Qu'est-ce que ça prend? Ça prend un rêve pour l'atteindre. En tout cas, ça prend beaucoup de... Tu parlais de couilles, ça prend beaucoup de couilles pour se rendre là. Et après ça, tu apprécies plus quand tu as travaillé parce que moi, j'ai pas chanté avec personne à Star Academy. J'ai pas été assez là longtemps. C'est vrai? Puis là, je voyais passer un tel, puis la pointe, puis puis tu Guerre au dis, petit du monde. Dieu, j'ai j'aurais pas aimé ça chanté avec lui, j'ai pas chanter chanté avec avec moi, lui. c'est ça. Puis après Mais ça, tu dans t'es ma repris, vie, par exemple. après ça, j'ai chanté C'est ça. et travaillé avec Linda Lemay, Ouais. avec Patrick Normand, avec Mario Pelcha, avec Félix Gray, avec tout plein d'artistes que j'ai admirés. Tu sais. Mais ça, c'est parce que je les ai gagnés. Donc, le sentiment d'avoir réussi est beaucoup plus fort que quand tu l'as tout cuit dans le bec. Mise en échec. Est-ce que tu as appris plus de tes succès ou de tes défaites? On apprend dans les deux. Je pense qu'il faut apprendre à pas être trop haut quand on est high, puis il faut apprendre à pas être trop down quand on est down. Il faut apprendre à avoir une certaine constance ou à rester quand même. Tu sais, c'est correct d'être super content quand ça va bien, mais il faut savoir relativiser. Victoire. De quoi as-tu le sentiment d'avoir triomphé? J'ai triomphé d'avoir abandonné une carrière de hockeyeur. Ça, on en parle beaucoup depuis le début, mais quand même, tu sais, j'ai été un Ça a hockeyeur été de haut déterminant. niveau. C'est combien d'années de ta vie? Ben, de 5 ans aller jusqu'à 24 Ben ans, là, presque une c'est- vingtaine d'années. c'est C'était toute ma vie. là. C'était mon rêve de C'est petit ça. garçon. Puis d'avoir fait un changement de carrière aussi brusque, aussi à 180, de passer de ça à la chanson et d'avoir réussi, je pense que c'est quelque chose dont je peux être fier. Dernière de mes questions. Patins, les accrocher. Est-ce que je suis vite sur mes patins? T'es pas pire, franchement. C'est ça la question. Non. Ça te prendrait quoi pour accrocher tes patins puis de passer à autre chose? Dans le vrai sens du terme, au niveau du hockey? Ben, ou plus au niveau Au niveau de la carrière. carrière de la musique, impossible. J'accrocherai jamais ma guitare, si ça se dit. C'est ça. J'accrocherai jamais mon piano. Ça serait dur un petit peu, accrocher un piano. Il faudrait prendre un méchant câble. Mais non, j'arrêterai jamais de jouer de la musique. J'arrêterai jamais d'écrire. Ça, c'est toute ma vie. Ça fait partie de mon ADN. Toute ma vie, j'écrirai de la musique et je ferai des chansons jusqu'à l'âge de 80 comme Aznavour, comme Ferland. Ça, c'est écrit dans le ciel. Mon invité vient de lancer son 5e album qui a pour nom T'es toute ma vie. D'ailleurs, une collaboration avec Marc Dupré. Oui, Marc a fait la direction artistique sur cet album-là qui m'a poussé à aller beaucoup plus loin, à chanter dans des registres différents. J'ai écrit tous les textes, mais il y a 6 chansons paroles et musique Étienne Drapeau, donc qui ressemblent un peu plus à l'Étienne qu'on connaît, les chansons plus touchantes, plus balades. Et il y a un 6 chansons paroles Étienne Drapeau, musique Marc Dupré, où là, ça bouge, des grosses chansons de tempo comme j'en ai rarement fait dans le passé. Donc, je devine que ce sont tes paroles d'abord, puis sa musique ensuite, ou c'est l'inverse? C'est mes paroles en premier. J'envoyais des textes à Marc et c'était incroyable
incroyable à la vitesse à laquelle il me renvoyait c'est une des machine, ce gars-là. Une machine. Là, je me rappelle, après Don Juan, je suis resté une semaine à Québec dans un hôtel dans le Vieux-Québec et j'ai écrit mes 2 premières chansons. Dans la première que j'ai écrite sur l'album T'es toute ma vie, j'ai envoyé ça avec Je t'aime plus fort que moi. J'ai dit, Marc, je t'ai envoyé de quoi le matin? Écoute, on commence à travailler ensemble. 1 heure après, il me renvoie, j'ai déjà tes tunes. Je fais, tu me viens, tu Il m'envoie 2 démos. Il avait déjà écrit les 2 tunes et c'était 2 hits. La première, T'es toute ma vie, qui est numéro 1 depuis 3 semaines. C'est la première qui me renvoie. Je rouvre ça, j'entends ça. Oh, 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 oh. Je fais, OK, on a déjà un hit. C'est la première tune de l'album. Puis j'ai déjà un hit. Fait que oui, il est très, 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 très bon. Alors, c'est un beau jumelage de vos talents. Alors, toute ma vie, je vous le montre, il est en vente un petit peu partout, non seulement l'album physique, mais aussi l'album en ligne. Tournée de spectacle, d'ailleurs, tu as une vingtaine de dates. Oui. Et d'ailleurs, tu ne seras pas tellement loin d'ici. À Saint-Jérôme, à la salle Anthony Lessard, le 18 octobre prochain. Je pense qu'on est presque complet. On a une supplémentaire dans le coin de février pour les gens qui ne seront pas capables de... Et sinon, toutes les dates et les infos, justement, de la tournée puis de la carrière d'Étienne se retrouvent sur etiennedrapeau.ca. Ou Facebook. Ou Facebook, c'est vrai, c'est un beau Facebook. Puis tu es très, très actif dessus. Tu vas faire un voyage à la fois plaisir et humanitaire. Tu vas aller au Mexique du 8 au 15 janvier. Je veux que tu m'en parles. Du 8 au 15 janvier, je m'en vais là-bas. J'ai avec une association, avec une agence de voyage, Évasion Monde, et Air Transat. On va permettre aux gens qui vont voyager avec nous d'apporter une valise de plus avec toutes sortes de choses destinées à un orphelinat. Donc, des produits d'hygiène corporelle, des uniformes scolaires, des vêtements, des médicaments, tout ce qu'on peut amener pour faire plaisir à ces jeunes-là qu'on va aller visiter à l'orphelinat. Donc, c'est un mélange exactement de plaisir et de vacances où du 8 au 15, on s'en va au Mexique. C'est pas un voyage humanitaire, mais quand même, on va faire 1 ou 2 journées d'humanitaire. Donc, les gens peuvent se renseigner sur le site d'Évasion Monde. Rendre l'utile à l'agréable, comme on dit. C'est tout à fait ça. OK. Bien, je veux dire à nos téléspectateurs que si vous avez des commentaires ou besoin d'informations sur un des sujets dont on a parlé ou de l'émission que vous venez de regarder, vous pouvez nous écrire à 450-973-8005, 973-8005, ou sinon, vous pouvez nous écrire à info@tvrl.ca et toutes ces émissions, on peut les voir sur tvlaval.com ou sur YouTube. À chaque fin d'émission, je demande à mes... Enfin, pas je demande, excuse-moi. Je fais à mes invités une citation qui m'est inspirée d'eux autres. Ah oui? La citation que j'ai choisie pour toi est celle du fondateur du mouvement scout, Robert Baden-Powell. Oui, Baden-Powell, on connaît. Il est décédé au Kenya en 1941, à l'âge de 83 ans. Il disait, la meilleure manière d'atteindre le bonheur, c'est de le donner aux autres. C'est merveilleux, ça. En plein ça. Hein? Veux-tu nous donner du bonheur? Le plus beau verbe après donner? Oui, c'est... Non, le plus beau verbe après aimer, c'est donner. Donner. Hein? Puis ensuite, c'est recevoir. Ouais. On a eu des images. Ben oui, mais on va se mettre à créer des stations pour toi après. C'est ça, exactement. Fini, merci tout le monde. On finit ça en musique avec Étienne. Merci, Étienne. Ben merci, ça a été un immense plaisir. Même chose. Puis je te laisse avec mon 2e extrait radio qui va s'en venir, qui s'appelle Le Grand Livre de l'amour. On l'écoute. Moi, j'aime l'amour et j'aime la vie. Et je l'avoue, j'aime les femmes aussi. C'est pas tellement que je suis courageux, c'est que mon cœur tombe plus amoureux. Ma tête non plus n'est pas certaine. Si j'ai envie de ravoir de la peine, à chaque fois que ça devient trop beau, mon cerveau prend son droit de veto. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. C'est le grand livre de l'amour, celui qu'on réécrit tous les jours, jusqu'à ce que l'encre soit épuisée, qu'on n'ait plus rien à se raconter. Et vient ce temps où l'on s'oublie qu'elle ne rime plus notre poésie, celle qui nous a unis un jour. Dans le grand livre de l'amour, oh, 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 oh.